Bonjour à tous, bienvenue dans les 4V, Clémence Guettet. Alors, on a appris au cours de la nuit que l'agence de notation Standard & Poor's a finalement maintenu la note financière de la France au niveau AA, comme on dit dans ce jargon-là. Est-ce que vous considérez que c'est une bonne nouvelle pour notre pays ce matin ? Bonjour déjà. Alors évidemment, les macronistes sont les bons élèves du marché financier, donc j'imagine qu'ils seront satisfaits par ça. Il y a quelques mois, on avait été moins bien noté par une autre agence. C'est un signal positif, a dit Bruno Le Maire. Oui, en fait, je pense que ça questionne vraiment sur pour qui gouverne Macron et les macronistes de manière générale, c'est-à-dire qu'ils sont plus attentifs à une agence de notation et son avis qu'à l'avis du peuple français qui est dans la rue par millions depuis des mois et qui, à 80%, ne veut pas de la réforme des retraites. Voilà, je pense que vraiment, on doit se questionner sur ce sujet. Nous, on avait défendu un programme avec Jean-Luc Mélenchon où il fallait gouverner par les besoins, c'est-à-dire pour les gens. Et je pense par exemple à la sortie de M. Attal cette semaine qui dit qu'on n'a pas d'argent pour la bifurcation écologique. Je pense que ça, c'est une nécessité qui mériterait de s'endetter. La dette écologique, c'est la mort, c'est la survie, c'est cette planète dont on parle, alors que la dette financière, probablement, on ne la remboursera jamais. Donc je pense qu'il y a vraiment un problème philosophique sur qui écoute ce gouvernement. Pour vous, il faut dire, si j'ose dire, on n'en a rien à faire des agences de notation, faisons comme on a décidé ? Je pense qu'il faudrait que déjà ils aient une idée de ce qu'ils voudraient faire. Nous, on proposait 200 milliards pour la bifurcation. Pourquoi ? Parce que l'ampleur de la tâche est énorme et qu'il faut investir. Eux décident de mener une politique qui est très classique en réalité, qui est une politique austéritaire, de casse sociale, réforme des retraites, réforme de l'assurance chômage, etc. Et ils ne mettent pas d'argent sur la table pour les sujets qui sont importants, c'est-à-dire le niveau de vie des gens. Et puis surtout, je vous dis, la bifurcation écologique. On va sans doute en parler, mais le niveau de sécheresse, l'urgence climatique. On avait un sommet de lutte contre le plastique cette semaine. Voilà, ça me paraît être la question centrale. Alors Emmanuel Macron justement était dans le Gard hier, effectivement, pour la mobilisation contre les incendies au cours de l'été à venir. Il a promis davantage de moyens, que ce soit en termes de pompiers ou en termes de moyens aériens. Est-ce que ces promesses sont suffisantes ? 3600 pompiers mobilisables, on est passé de 38 à 47 appareils également. Bon, la première chose, c'est qu'il y a une légère ingratitude quand même de demander à des gens d'être surmobilisés à une période, vraisemblablement cet été, alors que M. Macron vient aussi de leur voler 2 ans de vie. Ils sont aussi concernés par la réforme des retraites. Et puis après, on a, nous, à l'Assemblée nationale, étudié une proposition de loi de lutte contre les incendies et les moyens ne sont pas sur la table. Parce que quand on parle de pompiers, évidemment, il faut du renfort pour les SDIS, les services de secours, mais il faut aussi des moyens pour l'ONF. En réalité, la politique forêts. Oui, l'Office national des forêts. La politique forestière de ce pays ne va pas. On fait des monocultures de résineux et des coupes rases. C'est ça principalement les causes des incendies. Donc il faudrait revoir la chose. Et puis par ailleurs, quand on parle de sécheresse, je rappelle que 26 départements de ce pays sont déjà en alerte sécheresse. On a battu des records de chaleur. Il y a des communes qui déjà s'organisent pour la question de l'eau potable. Donc on est dans une situation très compliquée qui implique de revoir le modèle. Quand on dit qu'on lutte contre les méga-bassines, ça veut dire aussi qu'il faut revoir la question de la transition agricole de ce pays. C'est ça qui consomme de l'eau, par exemple. Nous, on proposait un plan pour lutter contre les fuites des canalisations. Dans ce pays, ça représente l'équivalent de 1/3 de la consommation en eau potable. Donc il y a des chantiers d'ampleur qu'il faut démarrer sur ces questions. Alors par exemple, une météo des forêts a été lancée pour prévenir et que les gens puissent savoir les zones plus ou moins touchées par les incendies. C'est un vrai outil de prévention pour vous ou est-ce que c'est un gadget ? D'habitude, c'est un numéro vert qu'ils nous font sur chaque sujet. Alors le nombre de numéros verts qui ont été créés depuis 6 ans, c'est incroyable. C'est bien d'informer. La météo de l'énergie qui avait été créée sur la question des consommations énergétiques, le fait de savoir ce qui se passe dans nos forêts, évidemment. Mais il faut d'autres choses, il faut de la sensibilisation dans les écoles. Si jamais les gens ne vont pas sur cette météo, ils ne seront pas plus informés qu'ils ne l'étaient il y a quelques mois. Donc il faut une sensibilisation très, très profonde et pour ça, il faut sortir du déni climatique aussi. Donc ça veut dire prendre des responsabilités politiques, mener des grandes actions et des grands chantiers dont je vous parlais. Et pour l'instant, ce n'est pas au rendez-vous, ce n'est pas à la hauteur. Alors mardi aura lieu la 14e journée de mobilisation contre la réforme des retraites. À quoi bon faire grève et manifester contre un texte qui a déjà été promulgué et une réforme sur laquelle on sait Emmanuel Macron ne veut pas du tout revenir ?
Eh bien parce qu'il doit écouter le peuple qui, lui, ne veut pas passer à autre chose, ne veut pas tourner la page. C'est pas parce que le monarque présidentiel le décide et vient à la télévision pour changer de sujet tous les jours en ce moment et qui nous demande d'être apaisé pendant 100 jours que le peuple français est décidé à le faire. Non, les gens ont compris que cette réforme était profondément injuste et qu'il fallait continuer de se mobiliser pour. Par ailleurs, l'histoire nous a montré qu'on pouvait revenir sur des réformes quand elles étaient injustes et quand la mobilisation populaire était au rendez-vous. Donc il faut être très nombreux mardi, évidemment, dans la rue, continuer de mettre la pression. Et puis après, nous avons encore des chances. 2 jours plus On va tard, en parler, voilà. jeudi, la proposition de loi dont on a beaucoup parlé du fameux groupe Lyot sera examinée dans l'hémicycle, sauf que la principale proposition qui prévoyait d'abroger le report à 64 ans a été retirée et que la présidente de l'Assemblée nationale a déjà prévenu, en quelque sorte, si vous ou d'autres essayez de réintroduire cet élément-là, elle le jugera probablement irrecevable au titre d'un article de la Constitution qui ne veut pas de nouvelles charges financières dans les propositions de loi. À quoi bon, là aussi, réintroduire cet élément si la présidente le juge irrecevable? Nous, on met la pression parce que ce qui s'est passé déjà la semaine dernière en commission est inacceptable. C'est le droit d'amender par les oppositions qui a été remis en cause. À quoi servons-nous en tant qu'opposition si on ne peut pas modifier des lois quand elles nous sont proposées? Il y a eu un vote en commission. Oui, mais on nous a supprimé 1000 amendements où on voulait faire des propositions de financement alternatif, revenir, pouvoir débattre. Ce sujet est trop important. On l'a expédié pendant la première lecture. Vous vous souvenez très bien comment ça s'est terminé, par un 49.3, par de la brutalité anti-parlementaire. Ils ont fait la même chose la semaine dernière en commission. Et là, nous prévenons Mme Braun-Pivet que vraiment, elle ne doit pas outrepasser son rôle. Ça créerait à nouveau un précédent très grave, parce qu'en fait, ça voudrait dire que vous ne pouvez plus proposer de loi ou d'amendement qui crée des dépenses supplémentaires à l'Assemblée nationale. Je ne sais pas si on se rend bien compte, mais tout crée des dépenses supplémentaires. Donc ce serait un usage abusif de cet article 40 par la présidente de l'Assemblée nationale. Et nous lui demandons de ne pas commettre ce geste-là qui serait vraiment, véritablement une faute pour nous. Si cette proposition que vous faites est déclarée irrecevable par la présidente de l'Assemblée nationale, est-ce que la France insoumise déposera une motion de censure contre le gouvernement? Bon, la première chose, c'est avoir le débat et permettre le vote sur la mesure d'âge de 64 à 62 ans ce jeudi. Si les macronistes ne doivent pas en avoir peur, ils doivent le laisser faire, ils doivent nous laisser voter et les gens le souhaitent par ailleurs. Et si c'est pas possible, en effet, on devra monter d'un cran dans ce qui est possible pour nous en termes de riposte. Donc une motion de censure. Et donc on cherchera, y compris des alliés, pour une éventuelle motion de censure. Vous pensez? Moi, je souhaite qu'elle soit transpartisane. Ça a déjà été le cas, y compris sur ce sujet de la réforme des retraites. On pourrait tout à fait se retrouver dans cette configuration-là. Mais prenons les choses dans l'ordre. Jeudi, ils doivent nous laisser voter. Les gens attendent ça de nous. Nous avons été élus pour nous opposer, notamment à ce projet de réforme des retraites qui est profondément injuste. Alors, il était en première ligne sur la réforme des retraites. Olivier Dussopt, le ministre du Travail, sera jugé en novembre pour des soupçons de favoritisme qui portent sur une affaire de marché public conclue lorsqu'il était maire d'Annonay en Ardèche. Est-ce que c'est compatible avec une présence au gouvernement ? Bon, la justice doit faire son travail et trancher. Je n'ai évidemment pas tous les éléments, mais ça pose une question plus large quand même, qui est celle de la gestion de l'eau par le secteur privé, alors que l'eau est un bien commun dans ce pays. C'est un modèle qui est très soupçonné d'avoir généralisé. Favorisé une entreprise dans le cadre d'un contrat de gestion. Exactement, mais si on avait des régies publiques de l'eau, le problème ne se poserait pas de cette façon-là. C'est pour ça qu'avec certains de mes collègues, je vais déposer une proposition de résolution sur ce sujet dans la semaine à venir. Compatible avec une présence au gouvernement ou pas ? Après, voilà, j'y viens justement. Ce qui me gêne chez M. Dussopt, hors de ces affaires qui, encore une fois, sont le symptôme du fait de gouverner au profit de quelques-uns et pas au profit de l'intérêt général. Ça, c'est évidemment fondamental, mais c'est tout autant son attitude sur la question de la réforme des retraites, où il a accumulé des mensonges, y compris dans l'hémicycle, où nous, on apprenait véritablement ce qui allait se passer pour ces fameux 1 200 €, pour les mesures d'âge, est-ce que vous allez travailler de 43 ou 44 ans, pour les carrières des femmes. Nous, on apprenait tout ça, notamment grâce au rôle des médias, en regardant la télévision, parce que sinon, dans l'hémicycle, nous était servi tout un tas de bobards dans tous les sens, et notamment par le principal intéressé, M. Dussopt, qui défendait cette réforme. Pas son départ du gouvernement. En tout cas, s'il doit partir, il ne serait pas le seul. Voilà. Justement, 2 questions sur des échéances électorales qui sont plus ou moins éloignées. Dans quasiment un an, à une semaine près, auront lieu les élections européennes. Il y a un certain nombre de partis, les écologistes, notamment les communistes, qui disent on n'est pas favorable à une liste unique de la NUP. Qu'est-ce que vous leur répondez ? Je pense que c'est une erreur. Je pense qu'on est attendu
par les enjeux, parce que le bloc néolibéral macroniste se maintient, parce que le bloc d'extrême droite est là, et je pense qu'on doit pouvoir proposer une alternative de gauche progressiste, écologiste à ce pays. Donc je pense qu'il y a cette nécessité. Après, cette nécessité, pas n'importe comment, sur un programme, mais ça tombe bien, on en a conclu un il y a quelques mois de ça, qui incluait notamment des enjeux européens, la question du protectionnisme, la question de la lutte contre les paradis fiscaux, la question des minima sociaux au niveau de l'Union européenne. Donc, il me semble que nous avons une bonne base pour travailler ensemble. Et par ailleurs, je réfute l'idée qu'on pourrait ouvrir une parenthèse en quelques mois, quelques années, faire des campagnes différentes et se retrouver en 2027. Je pense que c'est une erreur de voir les choses de cette façon-là et que les enjeux européens, par ailleurs, se posent énormément quand on est dans une élection présidentielle ou des élections législatives. Parler de 2027, voilà. En un mot, il y en a quelqu'un qui est de plus en plus présent, qui a fait un appel au don. Il s'appelle François Ruffin, député LFI de la Somme. C'est lui le futur et le bon candidat pour l'élection présidentielle en 2027 ? Il le dit lui-même, on est très tôt. C'est encore très loin. Donc, NUPES, pas NUPES, les configurations politiques peuvent largement évoluer. Moi, ce que j'espère, c'est que d'ici là, on va réussir à renforcer un collectif, différentes figures, personnalités qui sont complémentaires les unes des autres, et surtout qu'on va travailler sur le fond pour être à la hauteur des enjeux qui se posent à nous sur le plan écologique, démocratique et social. Merci beaucoup Clémence Guettet. C'est à vous Maya. La question, je crois,